Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Moyav. Moyav, il était chasseur alpin avant. Il est devenu ensuite police secours et il a sauvé un de ses collègues qui a pris une balle dans la tête, qui était un barrage suite à un braquage. Après, ils ont réussi à abattre le braqueur. Il va nous expliquer tout ça. Il a une histoire assez incroyable, Moyav. Mais juste avant, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Merci les gars. Sur Légende, on est de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça nous aide vraiment beaucoup avec la petite cloche et à liker la vidéo vraiment sur l'algo, c'est vraiment génial. Et pareil, on est disponible en podcast audio si vous voulez écouter quand vous êtes en train de faire du sport, en train de le soir dans le lit même ou en voiture, au volant. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Et pareil, mettez une petite note sur tout ça, ça nous aide vraiment dans le référencement. On est 3e des podcasts audio aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous et c'est parti avec Moyav qui va nous raconter son histoire incroyable. Salut à tous, Moyav pour l'émission Légende, je vais vous raconter mon histoire. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Moyav, c'est ton pseudo ou c'est ton... Pseudo. C'est ton pseudo. Ouais. Moyav a sauvé son ami dans la police qui s'est pris une balle dans la tête. Il va nous raconter cette anecdote. Et ton parcours, tu as été dans l'armée. Oui. Il y a des choses que tu peux raconter, des choses que tu peux pas raconter. Oui. On va se pencher sur ce que tu peux raconter. Exact, ouais, ce serait mieux. Pour t'éviter d'avoir à tricoter, à prendre des virages, etc. Ouais. C'est mieux, c'est mieux. T'as été... parce que maintenant, tu fais du MMA. Exactement. T'as un parcours assez particulier, toi Ouais, aussi, j'ai un parcours à l'envers. Tu vas nous expliquer? Je suis un mec à l'envers. Les gars, j'ai une petite crève, donc vous inquiétez pas aujourd'hui. Je parle un peu du nez et tout, mais tout va bien. Et juste, je suis un peu malade. Donc on reste un peu loin, t'as vu, ça serait bien. Non, mais c'est pareil, je parle du nez, mais c'est juste parce qu'il est cassé. Moi, je suis pas malade. T'as 34 ans. Oui. Et donc, t'es passé même par la police judiciaire, par le GSO. Oui, 75. Donc tu vas nous expliquer tout ce que c'est. Mais à 19 ans, tu as commencé ta carrière dans l'armée de terre comme chasseur alpin à Annecy. C'était les débuts, en gros, pour toi. Oui. Chasseur alpin, ça veut dire que tu es dans la montagne, en gros, c'est ça? Oui, on est spécialisé dans les... Bon, on est troupe de montagne, donc on est spécialisé... Avec des grosses cuisses pour pouvoir monter les pentes. Exactement. Non, mais en vrai, c'est solide. Hein. Les chasseurs alpins, c'est plutôt des chats maigres. Hein. Moi, je faisais partie des plus lourds du bataillon. Ah bon? Ouais, je faisais 90 kilos. Alors, avant de nous raconter l'anecdote où tu as sauvé ton ami, tu pars en Afghanistan 2011-2012. Oui. C'est ça. C'est toi qui décides de partir? On te propose au bout d'un moment? Ça se passe comment? Donc dans l'armée, quand on est... il y a une programmation des différents régiments qui tournent sur les opérations extérieures. Et mon bataillon, enfin les bataillons de chasseurs alpins, tournaient sur tous les mandats hiver. Donc un coup, c'était le 7e BCA, qui était relevé par une autre unité. Et le mandat d'hiver après, c'était le 13. C'est-à-dire quoi, mandat d'hiver? En fait, c'est les mandats qui sont d'octobre-novembre jusqu'à mai-juin. Ok. Ils envoient les mecs un peu plus... Ils envoient les troupes alpines, comme c'était l'Afghanistan, c'est un pays montagneux. En fait, on le sait pas, mais en Afghanistan, il y a de la neige. C'est pas Exactement. du désert, en fait. Il y en a plein qui ne savent pas ça. Ah non, c'est montagne à fond. C'est montagne, c'est très froid. Très froid l'hiver, très chaud l'été. Donc là, ça, c'est une photo de toi devant un... Bon, là, c'est un hélico de l'armée de l'air. Ouais. Mais c'est pour te montrer en action. Et là, on a une photo. Donc là, on voit qu'il y a des montagnes et de la neige. Exactement. C'est une photo de moi. Donc là, on était sur une mission de renseignement début de vallée d'Alassaï, en Capissa. Là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tir de missile? Un tir Milan. Donc on était harcelés. On est juste de prendre une roquette juste en dessous de nous, juste en dessous de ma position là. Et du coup... Et ça tire hyper loin, ce genre de missile-là? Ouais, ça tire quasiment à 2000 mètres. Et c'est vraiment précis? Ultra précis. C'est vrai? Tu peux même suivre à l'origine, c'est fait pour de l'anti-char. Donc tu peux même suivre un véhicule qui roule. Ça va le suivre? Ça va le suivre. En fait, tu diriges ton poste de tir et ça dirige le missile. T'es avec un localisateur. Tu peux faire monter le missile, le descendre, le guider de gauche à droite, de droite à gauche. Comme une voiture, quoi, comme une moto. Exactement, ouais. Et c'est le fil qui guide le missile. Et t'as une caméra dans le... En fait, ça s'appelle un localisateur. Faut juste pas perdre le missile dans le réticule du localisateur et puis tu le guides jusqu'à l'impact. Impressionnant. Là, on voit aussi un autre tir. Là, qu'est-ce que c'est exactement? Donc là, c'était la même mission. Il y avait un poste de combat taliban juste en face. Donc là, c'était... c'est toi qui as tiré? Là, c'était la bagarre. Ouais, c'était la bagarre entre eux et nous. Et du coup, on détruit le poste de combat adverse. On voit l'impact là, à un moment donné, on voit un petit éclair. Exactement. Ça veut dire que c'est là que ça explose. Ouais. Et là, t'as visé juste? Ouais, c'était la grotte.
C'était la grotte. Ouais. Et pour finir, il y a encore une vidéo, mais ça, c'est la reconstitution en 3D, Oui. dont tu vas nous parler, Ok. tu vas nous parler après. Tu passes combien de temps en Afghanistan? On passe... Enfin, ma compagnon, on passe quasiment 7 mois, un petit peu moins de 7 mois. C'est vraiment très dur physiquement. Ouais. Chasseur alpin, de partir faire la guerre en Afghanistan, on en revient différent de quand on part. Sur le moment, pas spécialement, mais après, ouais, il y a des choses qui changent. On voit la vie autrement. Ah ouais? Ouais. Comme quoi? Bah, quand je pense qu'on a participé à des combats pendant 6 mois, quand on rentre en France, on se dit la vie est belle quand même. Ouais. Ouais. La vie est belle. La vie est douce. La vie est douce, ouais. On est bien chez nous. On est bien chez nous. On a besoin, souvent l'humain a besoin d'aller voir ailleurs, là où ça va pas, Exactement. pour s'en rendre compte. Bah ouais, parce qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, et en fait, quand on côtoie la population afghane, qui est quand même un pays qui est très pauvre, et qu'on voit notre mode de vie ici, occidental, on se dit qu'on est quand même chanceux. Puis même moi, qui aime vraiment mon pays, je suis vraiment content d'être français, vraiment content d'avoir participé à servir mon pays aujourd'hui. C'est ce dont quoi je suis plus fier au final. Pourquoi tu rentres en France? C'est fin d'une mission, c'est PTSD, t'as eu un syndrome post-traumatique après? Ouais, qui s'est déclaré là il n'y a pas longtemps, enfin, il y a une année à peu près, même il y a une année pile poil. C'est un mélange de l'Afghanistan, de la Centrafrique et de l'intervention de Saint-Denis. Ça c'est... on va revenir dessus après, ok. Juste, tu portes près de 100 kilos de matos sur toi. Sur une mission, ouais, il y a eu... Comment c'est possible, 100 kilos? Grosse mission, on avait pesé nos sacs. Et en fait, moi j'étais... Après, t'es solide, ça se voit à l'image, mais ça se Ouais. voit encore plus en vrai, t'es solide, mais 100 kilos, c'est beaucoup, quoi. Ouais, C'est comme si tu fais combien en poids? Là, je suis à 97. Ouais, j'imagine, c'est comme si tu portes l'équivalent de ton poids. Ouais, mon T'es poids, pas une ouais. fourmi, je veux dire, normalement, tu portes pas l'équivalent de ton Non, poids, non, quoi. franchement, c'était dur. C'était cette mission-là où on avait vraiment porté le plus de poids, parce qu'on partait pendant longtemps, on allait être isolé, on était en fond de vallée d'Alassaï, donc les débuts des petites vallées. Et du coup, comme on ne pouvait pas être ravitaillé en hélico, et on était en fief taliban, et ben, on avait pris quand même pour pouvoir subvenir à nos besoins pendant 5-6 jours. La mission a duré 7 jours. Et c'est quoi que tu portes pour faire 100 kilos? En fait, moi, j'avais une spécialité d'appui. Donc déjà, j'avais une spécialité de tireur d'appui. Donc j'avais la Minimi, c'est une mini-mitrailleuse, la Minimi en 7,62. Donc les cartouches, c'est très très lourd. Exactement, j'avais 1000 cartouches avec moi. Donc je crois que 100 cartouches, c'était quasiment 4 kilos. Ah, waouh. Donc déjà, j'avais quasiment 40 kilos de mun en petit calibre. Ouais, bien sûr, monsieur. Plus, comme j'étais chef d'équipe, j'avais le missile avec moi qui pèse entre 12 et 15 kilos. Le Milan, là, c'est ça? Ouais, le Milan. Plus de quoi vivre mon fond de sac avec le duvet, l'échange. De l'eau. Des rations, pour tenir 2-3 jours. En fait, tu reviens plus léger que tu pars. Ah oui. Après, quand t'as tiré, ça n'a rien à voir. Ah oui, quand on est redescendu, j'étais plus léger de 30 ou 40 kilos, je pense. Ah, waouh. Tu Ah. portes que 60 kilos, t'as l'impression de revivre, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et donc, ça, c'est ta période d'Afghanistan. Il n'y a pas de moment où t'as peur, où tu passes pas loin? Si. Déjà, le premier jour où on est arrivé, donc quand on arrive là-bas, déjà on fait un arrêt, je crois que c'est au Tadjikistan. Non, oui, il me semble. On fait un arrêt dans une base française juste avant l'Afghanistan. Et on arrive à Bagram, donc on reste 2-3 jours là-bas. Et après, il y a une nuit où on part avec les hélicos américains, les Chinook, là, les hélicos qui ressemblent à des bananes. On part dans les bases françaises avancées dans les vallées. Et donc nous on arrive de nuit, et le lendemain il y avait une opération qui était faite par les précurseurs qui étaient arrivés 15 jours, 3 semaines avant nous, et un légionnaire qui, quand il remonte dans le VAB, il prend une rafale de PKM dans le dos. PKM, c'est des mitrailleuses. Ouais, une mitrailleuse russe. Enfin, Un peu comme des Kalash, mais. ouais, qui tire du un peu plus gros calibre. Mais c'est ça. Et à plus grosse cadence.
Et donc, du coup, ça met la pression. Toi, quand t'es là-bas, t'es en couple, t'es célibataire, Je suis en couple. tu rassures à distance On n'avait pas beaucoup de... On communication. s'appelait un petit peu, mais on avait des cartes Internet. On pouvait communiquer. À l'époque, c'était MSN Messenger. Ouais, mais... Ah, putain, c'est vieux. Ah ouais. Ah ouais. Tu pouvais faire des whiz à distance. J'avais mon Tamagotchi. Ah, c'est ça, c'est ça. Et tu sais que tu peux y passer à tout moment. T'es dans... Non, on n'est pas dans ce mood-là. C'est pas non plus non, comme non, ça, non. quoi. Tu sais que ça peut arriver, mais il y a quand même peu de chance. Même pas, c'est... quand on a 20 ans, on pense qu'on est... Quand on a 20 ans, 22 ans, on pense pas vraiment à ça. Alors, il y a des moments où on se fait des grosses frayeurs, bien sûr, mais on pense jamais à ça, au final. Et tu pars de... Donc c'est en 2013, tu quittes la Chasseurs Alpins. Ouais, fin 2013. Et l'année qui suit, tu intègres la police comme gardien de la paix. Ouais. Pourquoi tu quittes tu pars de l'armée et tout ça. C'est quoi ton mood là? En rentrant d'Afghanistan, je voulais rentrer au premier PMA et j'ai eu le décès de mon frère dans un accident qui a fait que je voulais me rapprocher de ma famille. Et donc c'était un mois après être rentré quasiment. C'était un mois ou deux après être rentré. Et du coup, j'ai pas un peu câblé, mais j'ai préféré me rapprocher des miens et pour les aider dans la succession, et j'avais ce besoin de vouloir d'être avec ma famille. Ouais, et de puis te rapprocher, quoi. Et je me réconfortais en me disant que la police c'était aussi un beau métier, que je continuais à servir, et puis il y a des belles unités dans la police. Il y a le RAID, il y a la BRIPP, Bien sûr, il y a les services de renseignement. Voilà, donc du coup j'ai fait le concours, je l'ai réussi et je suis parti en école. T'intègres ces polices secours? Alors, police secours? Ouais, je sors d'école, donc je choisis mon poste, donc je choisis Saint-Denis. Et à Saint-Denis, donc au commissariat de Saint-Denis, donc il y a des brigades, il y a plein de brigades. Il y a des brigades d'enquête, il y a des brigades de police secours, il y a des brigades il y a des BAC, enfin les brigades anticriminalité. Il y a, ça s'appelle à l'époque les BST, plus les BSQ, donc brigades de sécurisation de quartier, qui font de l'anticriminalité mais en tenue. Et du coup, le commissaire de l'époque me place dans une brigade de police secours. Et ça te plaît, police secours? Tu te retrouves dedans d'aller aider les gens comme ça qui t'appellent au secours et ça? En fait, c'est bien pour commencer. Après, il y en a qui font leur carrière dedans. C'est très formateur. Très, très formateur parce que on est appelé sur des appels 17. On les appelle police secours. Donc, en fait, une victime, une personne qui se fait arracher son sac, qui est victime de violences conjugales. Tu peux te retrouver sur 50 possibilités, etc. Exactement. Ok. Et donc on est dirigé sur les appels 17. Et puis quand il n'y a pas d'appel, il y a des missions, sécurité routière, police de la route, anticriminalité. Et tu fais ça combien de temps? Pas longtemps, parce que il y a l'histoire de Saint-Denis qui se passe. Ça, c'est en 2015? En 2015. 15 jours de boîte. Ah, au bout de 15 jours? Ouais, j'étais sorti d'école, j'étais stagiaire. C'était le matin, j'étais en police secours, c'est soit on est au poste, donc on s'occupe des gardes à vue, on s'occupe de gérer le poste du commissariat, ou il y a des équipages qui sont dehors. Donc là, moi, cette fois-ci, j'étais dehors, j'étais en patrouille. Il me semble que la mission, en fait, on sécurisait les hôtels de la plaine Saint-Denis, parce qu'il y a beaucoup de vols arraches. Donc du coup, on sécurisait les hôtels. Les alentours, quoi. Et là, on reçoit un appel de la station directrice qui est station directrice du 93, nous disant qu'il y a un braquage en cours, juste à Saint-Ouen, et que le véhicule BAC Saint-Denis vient de lever le véhicule. Donc, ils prennent en charge le véhicule, et là, ils s'engagent une course-poursuite. Ouais. Ma chef de bord décide de rejoindre ce dispositif-là. Et la course-poursuite se dirige sur l'île Saint-Denis. Donc l'île Saint-Denis, c'est une ville qui ressemble un petit peu à un circuit de voiture. Ça fait une boucle. Ok. Et là, le véhicule, en fait, il fait des boucles de l'île Saint-Denis. Et du coup, on se dirige sur l'île Saint-Denis. Et en fait, on va s'apercevoir après, les enquêteurs de la BRB vont s'apercevoir qu'après, en fait, le véhicule restait sur l'île Saint-Denis parce qu'il voulait rentrer dans un garage pour changer de véhicule.
Ah, c'est pour ça qu'ils tournaient. Exactement, ils essaient de semer la BAC qui était derrière eux. Et, c'était une voiture contre une, là. Voilà, c'est ça, ouais. Ça... Et là, vous arrivez? Et là, en fait, il y a le véhicule. Donc, nous, on décide de faire un barrage avec un autre équipage de Saint-Ouen, qui est police secours Saint-Ouen. Et on décide de faire un barrage. Et le véhicule arrive face à nous. Et donc, le chauffeur du véhicule décide de s'arrêter. Il n'a pas forcé le barrage. On pensait qu'il allait essayer, mais... donc, on s'était écarté de nos véhicules pour pouvoir se mettre en sécurité. Et lui s'arrête. Ah oui, vous avez garé votre bagnole et vous étiez mis... Voilà, ouais. On avait fait complètement obstruction. Oui, tu restes pas dans la bagnole pour te faire taper, quoi. Ouais. Et on s'était mis à couvert. Moi, j'étais derrière le capot moteur d'un véhicule qui était arrêté sur la chaussée. Et en fait, le véhicule des braqueurs, en fait, s'arrête en quinconce par rapport à mon véhicule derrière lequel j'étais. Le chauffeur met les mains sur le volant, il coupe le contact. Donc là, il y a des collègues à moi qui vont l'interpeller. Et par contre, le passager. Le passager... Ils étaient deux? Oui, ils étaient deux. Et le passager qui avait déjà exhibé son arme à plusieurs reprises pendant la course-poursuite sur les fonctionnaires de la BAC, lui, il ouvre la porte assez brutalement. Et là... il était braqué par plein de flics autour. Exactement, ouais. Il ne pouvait pas partir? Non, il était vraiment le véhicule... Il y avait le véhicule BAC qui arrivait derrière, donc il ne pouvait pas reculer. Il y avait nous qui faisions barrage. Enfin, il y avait la Seine d'un côté. Oui, il était... Et de l'autre côté, c'était un chantier. Le chantier du village olympique. Ok, très bien. Il ne pouvait pas s'échapper. À part essayer de sauter le chantier et partir en courant. Mais c'était des braqueurs qui avaient braqué quoi? Ils avaient braqué un entrepôt de valeurs avec des bijoux. Ok. Il y avait quasiment, peut-être un petit peu moins de 150 000 euros de préjudice. Ils avaient tiré sur... Non, ils avaient juste exhibé leurs armes. Enfin, le chauffeur attendait dans la voiture. Et le passager, lui, avait été prendre les valeurs. Il les avait mis. C'était un Kangoo, le véhicule qu'ils avaient volé. Ensuite, c'est pas le meilleur? Non, c'est pas le meilleur, mais c'est un véhicule qui passe partout. Ah oui. Ouais. C'est un véhicule qui passe partout. Un véhicule tollé qui fait artisan. Ah oui, tu sais pas trop... Non, non. Ça fait pas go fast. Bien pensé. Ouais. C'est bien pensé. Et en fait, le véhicule, quand il s'arrête, en quinconce derrière le véhicule derrière lequel j'étais, et là, le passager, il ouvre la porte et il tire deux ou trois fois dans notre direction. Dans notre direction à nous. Il y a le collègue qui va être blessé par la suite. Ton collègue à toi? Exactement. Qui était avec toi dans qui était lui à la BAC Saint-Denis. Qui essaie d'arriver dans l'angle mort du passager pour l'interpeller. Et là, je vois le passager bondit du véhicule, vraiment, bondir, c'est... Ouais, ça va très vite, quoi. Ouais, il bondit du véhicule et il l'engage 2 ou 3 fois. Et en fait, la première munition tape dans l'arme du fonctionnaire, fait reculer sa culasse. Enfin, s'il avait voulu le faire, il n'aurait pas pu. Et elle se sépare... Ça rentre dans le canon, tu veux dire? Ouais, il y a une partie qui rentre dans le canon, il prend un éclat dans la bouche et il prend 2 autres munitions, une qui rentre, je crois, dans la joue, qui ressort par le nez, et une autre qui rentre, il tourne la tête, il la prend aussi dans la joue, et il y a des éclats qui sortent dans la zone occipitale. Ouais, pas très bon. Non. Et le braqueur, à ce moment-là, des fonctionnaires ripostent et le touchent à la jambe, et lui, le braqueur, se retrouve derrière le véhicule. En fait, il se retrouve côté coffre et moi, je suis côté capot moteur. Je vois qu'il est blessé parce qu'il s'accroupit un petit peu. Et en fait, je tourne la tête et je vois plusieurs collègues qui sont au sol en train de ramper vers les véhicules pour se mettre à l'abri. Et en fait, le truc que je me dis, c'est OK, pose tes couilles, on va le chercher. Vraiment, je me suis dit ça dans ma tête, c'est vraiment la phrase que je me dis, pose tes couilles. C'est le moment où il faut y aller, quoi. Ouais, il faut y aller. Et je commence à ouvrir mon angle pour aller le chercher. C'est là que tu m'as découvert aussi. Exactement. Et donc là, je le vois, je le désigne avec mon arme de service. Je lui demande de jeter son arme. Ah, tu lui demandes même s'il a tapé déjà tes collègues? Ouais, parce que... c'est la procédure? C'est la procédure. Hein. Après, il y a la légitime défense qui rentre en jeu, etc. Puis j'avais pas encore intégré le fait que mon collègue était blessé. Ah oui, ok. Et donc, et là, je vois un Golgoth cagoulé. Il se regrandit.
Et en fait, quand je vois son regard, son regard croise le mien, et là, il lève son arme et je vois un départ de coup. Enfin, j'entends le départ de coup. Donc, il lève son arme dans ma direction et je vois le départ de coup. Du coup, machinalement, je l'engage et il tombe. Et moi, en plus, j'essaie de retourner derrière le véhicule pour me remettre à l'abri. Je chute. Alors, au début, je comprends pas trop comment je chute, mais après, en refaisant un peu l'histoire, en fait, je me prends les pieds en retournant vers le véhicule, en ripostant, je me prends les pieds dans le trottoir. Okay. D'ailleurs, je tire à plusieurs reprises et donc je le touche et il y a plusieurs de mes tirs qui touchent la voiture. Donc je me palpe, je regarde je vois pas du sang sur moi et là, je fais le tour du véhicule. Tu sais pas s'il va pas courir vers toi là. Je le vois tomber en même temps. Je le vois tomber. Et en fait, je fais le tour du véhicule pour le reprendre à revers et pour lui sauter dessus. Et les autres sont où à ce moment-là? Et là, il y a un autre collègue qui arrive, un autre collègue de la BAC qui arrive juste avant moi et qui lui qui le menotte. Et en fait, il shoot dans son arme une première fois. Il avait une dragonne qui était attachée et je crois qu'il doit shooter une seconde fois pour détacher la dragonne, pour écarter l'arme de l'assaillant. La dragonne, c'est comme un petit fil, quoi, en gros, qui voilà, tient l'arme. Ouais, exactement, ça pour pas qu'il la perde. Un ressort un peu long parfois. Exactement, pour pas qu'il la perde. Et il est équipé. Ouais, et franchement, il avait bien pensé son truc. Et donc, et là, je tourne la tête, je vois Yann qui est au sol. Ton collègue. Je le vois avec des plaies au niveau du visage. Et je me dis, comme je vois que c'est un kangou qui est tollé, je me dis, ça se trouve, il y a un troisième homme dans la partie tollée. Donc là, je communique avec mes collègues et on décide d'aller ouvrir d'abord le véhicule, l'arrière du véhicule. Et en fait, quand j'ouvre l'arrière du véhicule, je vois tous les bijoux qui avaient été volés dans les petites caissettes. Ouais, il n'y avait personne d'autre, quoi. Non, il n'y avait personne d'autre. Et du coup, et là, je me retourne. Il y avait déjà 2 collègues qui étaient sur Yann et qui étaient sidérés de la situation, qui faisaient un message radio pour dire qu'il y avait un collègue blessé. Et d'ailleurs, on entend dans la vidéo de reconstitution, il y a les bandes radio qui sortent. Et de là, je commence à faire mon protocole que j'avais appris à l'armée, parce que dans mon groupe de combat, j'étais auxiliaire sanitaire. Donc, en gros, un peu médic. J'étais le médic, exactement. Donc j'avais fait des stages pour pouvoir m'occuper en pré-hospite. En attendant que les gros secours arrivent, on va dire. Voilà, en attendant que les hélicos arrivent avec le médecin, les infirmiers, pour que les victimes soient évacuées, enfin les blessés soient évacués. Donc tu as ce savoir-faire-là? J'avais ce savoir-faire-là en plus. Que... Non, les autres n'ont pas forcément. Et puis c'est des compétences qui sont un peu spécifiques, donc j'avais ce savoir-faire-là. Donc du coup, je commence à dérouler, ça s'appelle le MARCH. Le MARCH, c'est le protocole de prise en charge des blessés. C'est un protocole qui est normé au temps, en fait. Un espèce de bilan d'urgence où on gère... en fait, c'est un acronyme, MARCH. Donc le M, c'est Massive Bleeding, on gère les hémorragies, après on gère les voies respiratoires. Donc je le déroule au fur et à mesure pour garder Yann conscient et en vie, surtout. Lui, il te parlait à ce moment-là? Non, il était vraiment... D'ailleurs, il le dit il comprenait pas ce qui se passait, il avait qu'une envie, c'était de dormir. Donc on lui parle. J'ai 2 collègues qui sont avec moi qui m'aident à faire les premiers secours. Et donc on lui parle, on lui demande de rester avec nous. Et puis moi, je commence à techniquer sur lui parce qu'il a 2 gros fracas au niveau de la face. Il n'arrivait pas à respirer parce que il avait beaucoup de sang dans la bouche. Donc je mettais mes doigts dans la bouche et j'essayais de retirer le sang, pendant que d'autres collègues essayaient de faire des compressions au niveau de l'arrière de sa tête parce qu'il y avait une hémorragie. Et en fait, de là, je pense que je me rappelle que je partais toujours avec une trousse de secours, avec du matos médic un peu spécifique. Et donc, du coup, je cours à mon véhicule, je vais chercher ma trousse SAN. Et de là, je commence à techniquer sur Yann. Donc, tu pensais que c'était perdu d'avance ou pas? Non, parce qu'il était quand même à demi-conscient. Il répondait quand même à certains ordres
serrer les mains, il répondait. Ah, c'est pour voir s'il a toujours de la... Oui, il était quand même à demi conscient, on va dire. Et donc de là, je découpe ses vêtements, donc je commence à gérer ce que je vois. Donc je retirais le sang que j'avais dans la bouche. Mes collègues qui m'aidaient, 2 collègues qui m'aidaient, qui ont été d'ailleurs d'une précieuse aide. Et on parle pas assez de ces 2 personnes-là parce que on parle de moi, mais j'ai pas été tout seul. On était 10 sur cette intervention et tout le monde a fait quelque chose. Personne n'est resté inactif. Et je trouve dommage. Moi, je déteste me tirer la couverture. Faut pas oublier qu'il y avait tous ces gens-là et qui ont été. C'est un travail d'équipe, quoi. Ouais. Un travail d'équipe, exactement. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être ici et de pouvoir en parler. Ces gens-là qui travaillent dans l'ombre, ils ont été aussi courageux ce jour-là et ils ont aussi fait. Il y en a qui ont interpellé l'autre braqueur, qui était le conducteur. Tout le monde a fait quelque chose et j'avais 2 personnes avec moi qui m'aidaient. Et bon, moi, j'avais le savoir-faire. Mais heureusement qu'ils étaient là parce que j'avais pas 8 mains. Il y avait tellement de lésions qu'il avait un gros fracas de la face déjà. Donc moi, je m'occupais du fracas de la face et de pouvoir le faire respirer. Et puis mes autres collègues faisaient des pansements compressifs pour pouvoir limiter l'hémorragie qu'il avait. Et du coup, je gère l'hémorragie. Comme il n'arrivait plus à respirer, donc je retirais le sang qu'il avait dans la bouche avec mes doigts. Après, je lui ai posé une sonde nasopharyngée pour lui mettre une voie pour qu'il puisse respirer convenablement par le nez. Et au début, du savoir-faire quand même solide. J'avais quelques petits tips qui me restaient. De l'armée. De l'armée, ouais. Non, mais j'ai toujours aimé beaucoup le médical et ça m'a toujours passionné, donc au final. Et de là, je déroule mon marche en fait. Et après, je gère les voies aériennes, je gère la respiration. Je voyais qu'il commençait à avoir un pouls un peu filant, donc je commence à me mettre en position pour être prêt à le masser. Je découpe ses vêtements pour rechercher les autres. S'il n'y avait pas d'autres lésions quelque part, après une balle dans la jambe, dans le bassin. Ah, c'est sûr. Donc voilà, après couverture de survie, les collègues m'aident. Et de là, après, on attendait le SMUR. Hein. On attendait le SMUR et là, je crois que Yann a eu la chance d'avoir un médecin urgentiste du SMUR très très fort, qui je crois, qui est médecin aussi d'une unité d'intervention, en plus de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et qui prend en charge, après qu'il le prend en charge, et qui prenne en charge aussi l'assaillant qui lui est décédé. Décède. Tu l'as touché où? Tu le sais? Oui, alors moi, mais... Donc après... Il y a des enquêtes? Oui, il y a une enquête judiciaire. Donc tout d'abord, j'ai été auditionné à la brigade de répression du banditisme, qui avait été saisie de l'affaire, pour savoir quelles étaient les circonstances. Et le lendemain... Mais ils te font pas chier, là, ils sont avec toi? Non, super sympa. On est tous auditionnés dans tous les cas. Et puis le lendemain, IGPN, police des polices. Ah ouais, en plus. Sur le moment, je pensais que j'allais... Être viré? Ouais, être viré, aller tourner en prison un petit peu. C'est vrai? Ouais, franchement. Ah, tu t'es dit? Matrixé par ça. D'ailleurs, le commissaire qui gérait Saint-Denis a écrit un livre. Il en parle, parce que je tournais en boucle là-dessus. Je lui disais, je vais aller tourner en prison. Ah, c'est vrai? Ah ouais, franchement, j'étais genre, le soir, t'as pas dormi, ça t'a bouleversé de... J'ai dormi, j'étais fatigué, j'étais vraiment fatigué. En plus, je suis sorti de la BRB tard. Ils avaient pris toutes mes affaires pour les traces de poudre. Je suis sorti à poil de la BRB, ouais. c'est vraiment très, très analysé, quoi. Ah, c'est très analysé, ouais. C'est pas genre, tu tires, c'est un échange, c'est western, quoi. Non. Tout est contrôlé. Police technique et scientifique qui est sur place, après, qui reconstitue la scène, etc. Parce qu'il y a la version 3D de la scène. Ça, c'est la reconstitution de la police? Ouais. C'est ça? Si tu peux nous comme ça, on va voir, en fait, en gros, c'est ce que tu disais, là, l'agresseur qui sort. Voilà, qui tire sur Yann. Et puis moi, j'étais derrière la 207, là. J'étais derrière la 207. Là, c'est la scène dès le début, en fait. Ouais. Là, c'est Yann. Toi, t'es là-bas, tu veux dire? Non. Là, c'est Yann qui court. Ici? Exactement, qui va essayer de se placer derrière l'angle mort. Et moi, je suis celui qui est juste derrière. En fait, en vrai, il y a un gros temps de pause. Donc, en fait, on te voit pas, là? Au début, on me voit pas. Enfin, si, on me voit, je suis celui tout à droite. Ici, là? Ouais. Alors, moi, et en fait, quand il tire, je suis derrière le capot moteur.
Et après, je décide d'ouvrir mon angle et d'aller chercher. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc t'es vraiment face à lui, quoi. Ouais, je me retrouve à 3 mètres, 2 mètres, Ah oui, 3 mètres. c'est pas beaucoup. Ouais. Franchement, j'ai eu le bon Dieu avec moi. À ce jour-là, là. Ouais, franchement, ouais. Parce que quand il me tire dessus, il me loupe. Pourtant, il est pas loin. S'il avait pas tiré, t'aurais pas tiré? Non, s'il avait jeté son arme, je le... T'attendais qu'il tire pour pouvoir engager, t'as pas le droit? En fait, j'attendais de me sentir en danger, surtout en légitime défense. Ce qu'on apprenait à l'école, ce qu'on a appris en école de police. Et donc là, t'es auditionné, police des polices. Ouais. Ils sont sympas avec toi aussi, tu dis, quand même si t'as peur d'aller en prison? Ouais, franchement, ouais, ils ont été plutôt bienveillants avec moi. Mais en fait, ce qui était un peu stressant et anxiogène, c'est que en fait, le procureur de la République du 93 n'avait pas statué ma légitime défense. Donc, quand j'étais auditionné à l'IGPN, j'étais Hors la loi? j'étais auditionné comme auteur de violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort. Ce qui est pas bon. Ce qui est... je suis un auteur, quoi. C'est la procédure... Tu savais que t'allais t'en sortir quand même à la fin? Tu savais que de toute façon... non, je savais pas. Le procureur, il a mis quelques jours à statuer là-dessus. Pourquoi il a mis quelques jours? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Je sais Ça pas. doit être long, les jours, là. Ouais. Surtout que j'ai pas voulu me mettre en... J'ai voulu reprendre direct. Après, deux jours, mon patron m'a dit, écoute, prends un jour ou deux pour te reposer. Et puis, 2 jours après, j'étais de nouveau Dans police secours? au commissariat. Ouais. J'ai pas... Avant de ressortir, ils voulaient un peu me ménager. Je suis resté au poste pendant quelques jours. Mais moi, je voulais ressortir. Enfin, pour moi, en fait, 1 an avant, j'étais en Afghanistan. Ouais, en fait, ce que je comprenais pas, c'est que ça arrive. En fait, ce qui est choquant, c'est que ça arrive sur notre territoire. Mais en Afghanistan... Ça arrive tout le temps? Ouais, j'ai peut-être, je sais pas, une quarantaine de contacts avec l'ennemi. Je me suis fait tirer quasiment 40 fois dessus. Ou des fois, je me suis dit, ça a duré longtemps, où je me suis dit, ce soir, tu rentres dans une boîte. Ah ouais? Ah ouais, franchement, il y a des fois où, avec mon binôme, là, on était cachés derrière un caillou, pour manœuvrer, il fallait qu'il y en ait un qui appuie pour que l'autre puisse courir, pour aller se positionner ailleurs. Et on se disait, moi dans ma tête, je me disais, ce soir tu vas rentrer en France, mais pas comme tu voulais. Avant, quoi. Les pieds en avant, quoi. Ouais, exactement, ouais. Yann, comment va Yann? Il va bien. Il a survécu? Il a survécu. Très très grosse prise en charge par le service de neuro à Beaujon, à l'hôpital Beaujon, un hôpital de la PHP qui est une spécialité neuro, trauma neuro. Et il a été pris en charge par un professeur de renom là-bas. Et aujourd'hui, ça va. J'ai eu au téléphone encore il y a 3-4 semaines. Vous connaissiez pas avant? Si, on se croisait au commissariat, mais je venais d'arriver, donc... Oui, ça faisait 15 jours. Ouais, voilà, ouais. Non, pas du tout. J'étais en contact avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Ce sont des gens vraiment formidables, toute la famille. Hein. Et c'est une famille de flicards. Le père était policier, le frère est policier, la sœur, elle est avocate, je crois. Il a gardé des séquelles ou ça va mieux? Ouais, il a quand même quelques séquelles neurologiques. Mais il fait du sport, il est resté dans la police, il est passé officier. Il continue de bosser? Ouais. Il continue de bosser. En fait, maintenant, il passe dans les écoles, il passe dans tout ce qui est formation. La police l'a pas lâché? Non, pas du tout. Pas du tout. Il a été vraiment bien pris en charge. On avait un ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve, qui était là. Et franchement, à mon sens, un super ministre qui était là, qui a été derrière lui, qui a toujours pris de ses nouvelles. Même moi, son cabinet, son directeur cabinet m'appelait souvent. J'ai eu des nouvelles. J'ai été reçu par ce ministre qui était vraiment un très très bon ministre, qui aimait sa police et qui voulait la mettre bien. D'ailleurs, il a fait énormément de choses. Il a mieux équipé la police. C'était vraiment un bon ministre. Il t'a donné une médaille? T'as reçu quelque chose pour te remercier pour ça? Ouais, en fait, comme j'expliquais,
sur le média vétéran de France, en fait, on m'a proposé à cette époque-là donc l'école d'officier sans le concours, que j'ai refusé catégoriquement parce que je sortais d'école et puis j'ai pas envie de retourner à l'école. Je voulais faire du terrain, moi, ce que je voyais, c'était je voulais faire les tests pour intégrer un groupe d'intervention. Ils t'ont proposé de monter, mais après, tu te retrouves plus dans les bureaux. Bah non, parce que j'avais une vision tronquée. Au final, non, parce que dans les groupes d'intervention, il y a des officiers qui sont chefs de groupe et puis qui sont dans les colonnes. Hein. Oui, c'est vrai. Et non, mais je voulais être opérateur, gardien de la paix, opérateur, et dans une unité d'intervention. Et du coup, ils m'ont proposé une première fois la Légion d'honneur, comme ce qu'ils proposaient à Yann. Et je leur avais dit que je la voulais pas. Je la voulais pas parce que pour moi, déjà, j'ai jamais été ultra fan des médailles. J'ai jamais couru après. Et en fait, j'estimais que j'avais pas à avoir la même récompense que Yann, qui avait été blessé gravement. Ouais. Et voilà, et ça me... Lui, il l'a eu. Oui, lui, il l'a eu. Il est passé officier. Et toi, t'as refusé? D'aller en école. Lui, il est passé officier direct. Et t'as eu la médaille, finalement, ou pas, non? Non, je l'ai refusé. Non, catégoriquement, je l'ai refusé. Après, j'ai eu des petites... j'ai eu des récompenses comme tous les autres. L'acte de courage et dévouement, mais qu'ont eu tous mes collègues. Qui étaient là, ce jour-là? Qui étaient là ce jour-là. Et une autre médaille, c'est sécurité intérieure. Mais bon, moi, franchement, les médailles, comme je disais, c'est des breloques. Oui, tu t'en fous. Ouais. Il y en a qui courent après ça, mais... Et c'est après ce moment-là où tu as un syndrome de stress post-traumatique? Non, pas du tout. C'est à quel moment? C'est l'année dernière. L'année dernière, il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que j'ai déclenché ce syndrome post-traumatique. Et de quelle nature? Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est une série d'événements et qui ont fait que j'ai commencé à avoir des flashs, des ressentiments, revivre des situations qui m'avaient au final traumatisé et que je ne savais pas. Et puis là, c'est descente aux enfers. Descente aux enfers avec dépression, des idées noires, plus envie de rien faire. En fait, on fait les choses parce que j'allais m'entraîner, j'étais en reconversion professionnelle, donc j'allais à l'école. Mais c'était sans goût, tu vois, c'était... T'avais plus la flamme? Plus la flamme. Même mon fils, en fait, ma femme, mes parents, normalement, quand on les voit, on est heureux. Oui. Et en fait, j'avais envie de rester dans mon lit toute la journée et j'avais envie de dormir, j'ai plus envie de vivre. Plus du tout. Et tu te rends compte que c'est ça? Que c'est à cause de tout ça? Ouais, parce que les flashs, les cauchemars... C'est pas parti? C'est Saint-Denis, c'est l'Afghanistan. C'est, au final, j'ai perdu, en Afghanistan, j'ai perdu des copains. Je me suis fait des grosses frayeurs. À Saint-Denis, au final, c'était une des dernières fois où je suis passé à côté de la mort à ça. Et en fait, la reconversion professionnelle, où je suis à l'école, j'apprends un métier de santé. De podologue? Ouais, exactement. C'est ça, pour être podologue, pédicure podologue. Et t'as complètement changé. Ouais, je voulais faire un métier de rééducation. Je voulais faire même médecine, mais après, à la trentaine, je me suis dit repartir sur 8 ans, 9 ans, Tu commences à bosser à 40. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai préféré choisir un métier de la rééducation, donc j'hésitais entre faire kiné et podologue. Et en fait, podologue m'a plus intéressé. Parce qu'il y a vraiment du soin à la personne, surtout, j'aime beaucoup tout ce qui est les maladies endocriniennes, donc le diabète, etc. Et le podologue a un gros champ d'action là-dessus. Plus la rééducation, comprendre comment fonctionne l'appareil locomoteur et d'où vient le trouble. Et souvent, le trouble vient du pied. Et cette passion-là, même malgré ta vie aujourd'hui qui va mieux, etc., t'as quand même cette dépression qui te rattrape, en gros? Ouais. Ouais, et puis il y a eu des événements avec la police
Il y a eu plein de trucs qui ont fait Parce qu'il y a que... plein d'autres services dans lesquels tu as bossé dont on ne parlera pas. Aussi pour expliquer peut-être... Bah, après, on peut en parler sur les grandes lignes, mais donc, après ça, je suis passé au GSO 75, qui est le groupe d'appui de la sécurité publique de Paris. Donc, notre travail, c'était on travaillait pour les services d'enquête, qui considéraient qu'un individu était dangereux et qui allait l'interpeller le matin tôt. Et donc, du coup, bah, on faisait une effraction au niveau de la porte, on interpellait l'individu, on sécurisait l'appartement et on le remettait au service d'enquête qui peut être un commissariat, une PJ, une sûreté territoriale. Et on intervenait aussi sur tout ce qui était prise d'otage, attentat, forcené. Donc nous, souvent, on était dirigés sur l'intervention. Et puis après, l'état-major décidait s'il déclenchait la BRIPP, qui est le groupe d'intervention de Paris, sur les lieux, ou si il laissait la main au GSO, si c'était quelque chose qu'il considérait qu'il pouvait être géré par le GSO. Et sinon, bah, on laissait la main à la BRIPP qui intervenait, qui est le groupe. Parce qu'il y a différents niveaux dans la police. Le GSO, c'est que tu vas casser les portes à 6h du matin aussi. Ouais, si on doit schématiser ça, voilà, c'est ça. Notre travail principal, c'est interpeller les gens, faire des assistances pour les unités de police judiciaire. Ouais. Et la deuxième spécialité, c'est d'intervenir sur des situations un peu complexes, les attentats, les prises d'otages, etc. Et si la BRIPP a besoin de les aider sur certaines interventions particulières. Et comment tu te guéris de ça ? Eh ben, j'étais un peu dégoûté parce que au début, je pensais que ça allait aller mieux. Puis je sombrais petit à petit. Et ensuite, j'ai décidé d'appeler Percy, l'hôpital militaire. Et ils m'ont un peu claqué la porte au nez. Et là, je suis allé voir la médecine de prévention de la police, qui m'ont mis en contact avec le centre de psychotraumatisme de l'Hôtel-Dieu à Paris. Et là, j'ai été pris en charge par un centre qui est spécialisé dans le psychotraumatisme, donc dans les syndromes post-traumatiques. Et c'est eux qui m'ont fait sortir la tête de l'eau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'y vais encore. Hein. Je suis suivi et je les remercie. C'est grâce à eux aussi aujourd'hui, je vais mieux. Hein. Et là, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Du MMA ? Ouais, MMA. MMA. Est-ce que tu as d'autres services mais dans lesquels on rentre ? Ouais, après, en fait, dans la police, je voulais retourner à l'armée, donc au GSO. Donc j'ai refait les tests pour les forces spéciales. Et j'avais été pris dans une unité non conventionnelle. Je ne pourrais pas citer le nom. Et donc je suis parti dans cette unité. Après, je suis revenu en police. Et j'ai fait les tests pour une unité de renseignement. Donc j'ai intégré cette unité de renseignement. Voilà, toute cette partie-là. Et après, j'ai décidé de reprendre mes études en santé. Parce que, tu as décidé de tout arrêter là ? Ouais, je voulais vraiment me focaliser sur l'être humain et servir les gens qui souffraient. Tu voulais, en gros, à la fois casser les pieds, les réparer, tu voulais faire du MMA et être podologue. Ouais, et puis, en fait, je suis ami avec Benoît Saint-Denis. Qui est aussi un ancien des forces spéciales qui fait du MMA. Exactement, qui est à l'UFC. Et puis, on a un ami en commun qui est passé par le QG à l'époque. Alex. Alex Franceses. Ouais, exactement. Et du coup, on est ce groupe d'amis-là et on travaille... Enfin... Et puis, une bonne bande à qui il ne faut pas casser les coups dans la rue, quand même. Ouais, exactement. Enfin, si, on est bon délire, hein. On est bon délire. Et en fait, grâce à ces gens-là, hein, grâce à Benoît, grâce à Alex, grâce à d'autres amis que je ne citerai pas, mais mes meilleurs amis qui ont été là pour moi, c'est grâce à eux aussi que je suis sorti de cet enfer de dépression. J'ai encore ce PTSD, je fais encore des cauchemars toutes les nuits. Mais c'est grâce à eux, je leur en suis reconnaissant quand ça n'allait pas. Heureusement qu'ils étaient là, heureusement qu'il y avait Alex, heureusement qu'il y avait Benoît, heureusement que... Ouais, il faut être entouré, quoi.
Ouais. En gros, c'est vraiment ça. Ouais. Tu sens que... Voilà. Et puis en plus, eux, ils ont vécu un peu la même chose que toi sur plein de... Ouais, ils ont vécu des grosses missions aussi. Après, il y a mes amis, j'ai un de mes meilleurs amis qui est médecin. Et heureusement qu'il a été là. J'ai un de mes meilleurs amis qui est dans une unité d'intervention. Heureusement qu'il a été là aussi, parce que c'est des gens que je remercierai jamais assez. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là et que j'ai pas fait de conneries, c'est grâce à eux. Parce que tu aurais pu en faire une à un moment donné. Ouais, franchement. Ouais, vraiment. T'en étais à ce niveau-là. Ah ouais, vraiment. De dépression, entre guillemets. Ouais, vraiment. Ouais. Et le pire, c'est que quand j'étais en police secours et que je voyais un mec qui s'était suicidé, c'est que je comprenais pas son cheminement intellectuel pour passer au suicide. Et en fait, quand tu es dans le déprime, en fait, c'est là où tu dis, mais tu tombes tellement bas que... Oui, t'imagines le niveau il y a un switch. où tu arrives, oui, c'est ça, où tu préfères partir. Ouais. Mais bon, je l'ai pas fait, hein, on s'accroche. Hein. Et j'ai mon enfant, j'ai mes amis, j'ai ma femme, j'ai ma famille. Oui, maintenant, tu as retrouvé le goût de les voir. Ouais, carrément. Puis j'ai cette âme de guerrier, en fait. Voilà, c'était une bataille, il fallait la gagner. Le MMA, tu vas devenir pro? Ouais, en fait, grâce à Benoît, j'ai intégré la team de Daniel Voirin, qui est un coach qui a coaché les plus grands noms de l'UFC. Il a coaché Dan Anderson, Anderson Silva, énormément de combattants UFC qui ont été des légendes de ce sport. Et Daniel m'a pris sous son aile. Et l'année dernière, je n'ai pas voulu combattre parce que j'étais sur ma première année de podo et je voulais vraiment me focaliser sur mes études et faire des bons semestres. Et je devais combattre là. J'ai eu une grosse commotion à cause de Mathieu. Merci Mathieu. Ça tape fort? Ah, il tape fort. Il tape fort, c'est franchement... On a eu Cédric Doumbé sur le siège ici aussi. Ouais, Cédric, Cyril Gann avant que j'ai. Il tape fort. C'est il tape fort. Mais Mathieu, aussi gros espoir du MMA, Mathieu Leto Duclos, qui s'entraîne avec moi, qui est dans la team. Jorick Montagnat, qui s'entraîne dans la team aussi, gros espoir en moins de 93. Tous ces copains-là, Oumar Sy, bon, il n'est pas dans la team, mais aussi gros espoir des moins de 93, qui vont, je pense, aller à l'UFC bientôt. Bon courage pour tes 2 nouvelles. Ouais, normalement en juin. La podologie et MMA. Ouais, exactement. Normalement en juin, là, je combats. Je sais pas encore dans quel orga. Là, j'attends que mon manager me trouve un fight. C'est ton pseudo, Moyav? Ouais, Moyav, c'est mon C'est pseudo. ton pseudo de MMA aussi? Je le mets en pseudo, mais on me voit sous mon vrai nom prénom. Ouais. Ah, c'est vrai? C'est obligatoire, donc. Ah, en MMA? Ah ouais? Ouais. Ok. Benoît, c'est God of War, et puis moi, c'est Moyav. On peut te suivre où? On peut me suivre sur Insta, je suis que sur Insta. Ok, vas-y, on va mettre ça en dessous. Cool. Merci Moyav d'être venu. Merci à toi. C'est ça. Franchement, merci. Merci. Ultra cool. Ouais, c'était un vrai plaisir et tout. Et puis c'était une vraie discussion humaine où tu nous as expliqué. J'ai été un peu enrhumé, donc excusez-moi pour cette voix toute l'émission et tout, mais on avait prévu de faire cette émission aujourd'hui. On voulait pas la décaler. Moi, ça m'intéressait trop de te rencontrer et de la faire. N'hésitez pas à nous mettre des messages d'amour aussi en commentaire, ça nous fait trop plaisir. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux et merci d'être là sur Légende, les gars.